Monsieur le Président, le samedi 3 février, vous avez décidé d'abroger le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle. Le lundi 5 février, les députés de la majorité ont reporté la date de cette élection de 10 mois. Ces actions illégales, illégitimes, injustifiables et inacceptables sont le dernier acte d'une longue série de manquements graves portés à notre démocratie. Manifestations interdites, emprisonnement massif et arbitraire, régime de terreur, coupure d'Internet, suspension de médias. Ces actes constituent une atteinte extrêmement grave aux droits et libertés des citoyens et des citoyennes et par conséquent à la stabilité politique et sociale du Sénégal qui a pourtant toujours été un exemple de démocratie en Afrique. Ces actes portent les germes d'une crise institutionnelle sans précédent, d'une profonde érosion de la confiance dans notre personnel politique et d'une dangereuse régression du Sénégal dans sa trajectoire démocratique. C'est la raison pour laquelle nous, enseignants et chercheurs de toutes les universités publiques du Sénégal, exigeons la cessation de toutes les formes de violation de notre loi fondamentale, des normes communautaires et des droits et libertés. Nous disons non au bafouement de nos idéaux démocratiques, au piétinement de nos valeurs de liberté, de dignité, non à l'avilissement de nos institutions politiques et sociales. Nous exigeons le respect scrupuleux de la Constitution, de la démocratie et de la République. Nous exigeons le respect du peuple. Monsieur le Président, nous exigeons le rétablissement immédiat du calendrier électoral, la garantie du bon fonctionnement des institutions, l'équilibre des pouvoirs et le respect des droits humains, car ces éléments constituent une nécessité absolue et une urgence nationale. Oui, c'était à l'instant quelques éminents intellectuels du côté du Sénégal, professeur Jean-Louis Correa, professeur Eladj Samba Ndiaye, professeur Mama Pendaba, pour ne citer que cela. Alors, la question fondamentale, Boubacar Sansobari, quand au Sénégal, des situations se posent qui touchent toute la nation, tout de suite, les intellectuels de toutes les obédiences confondues font une analyse pour sortir une déclaration commune afin d'éclairer l'opinion sur telle ou telle question. Pourquoi en Guinée, on n'arrive jamais à cet état de fait? Question difficile à répondre. Mais je voudrais d'abord, par rapport à la vidéo, noter deux choses. La première, les 7 universitaires qui sont exprimés ici relèvent tous d'universités publiques. Ouais. D'universités publiques, pas privées. Donc, ils relèvent du service public de l'État. De l'État. D'où l'interpellation des universités publiques. Voilà. Quand c'est pour les bus, quand c'est pour dire non, la situation s'est améliorée, mais nos docteurs, ce n'est pas leur situation, ce n'est pas leur affaire. En fait, je le note. Non, cette remarque, elle est vraiment pertinente. Je le note parce que généralement en Guinée, quand on relève du service public, on ne peut pas, mais absolument pas. On perd sa qualité de citoyen. Oui, automatiquement. Exactement. La deuxième chose que je voudrais relever par rapport à ça, c'est la jeunesse, une certaine jeunesse de ces universitaires-là. C'est-à-dire des professeurs, des docteurs, mais qui, la plupart, a priori, ne devraient pas avoir au-delà d'une quarantaine d'années. Et je note ça aussi parce que quand on a quand on n'a pas pris suffisamment de l'âge, on est capable de se connecter avec les préoccupations de son époque. Voyez-vous, par exemple, pour moi, le décalage entre le discours de ces intellectuels et celui des deux anciens présidents, peut-être ce décalage peut résider dans la différence, peut-être dans la différence d'âge. Et comme vous faites allusion, si vous permettez, je vais lire les deux derniers paragraphes. Allez-y. Nous venons de nous entretenir longuement au téléphone avec le président de la République, M. Macky Sall, qui nous a réaffirmé son engagement pris devant la nation le 3 juillet dernier de ne pas briguer un troisième mandat et de quitter le pouvoir aussitôt après l'élection présidentielle. Il a pris l'engagement de ne ménager aucun effort pour préserver la stabilité du Sénégal. Nous lui avons demandé d'organiser dans les plus brefs délais le dialogue national qu'il a annoncé et qui, comme nous le souhaitons ardemment, devra déboucher sur une large réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit. Le dernier paragraphe, nous appelons l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que les responsables de la société civile à participer à des discussions franches et loyales. C'est parce qu'ils ont été en chef d'État, moi, je me demande... parce que le texte a déjà été voté au Parlement
ils tiennent compte de tous ces impératifs juridiques pour aller dans ce sens, parce qu'eux-mêmes, ils sont en décalage total. Ils connaissent leur passé, et même ils ont voulu se forcer à un moment donné. Mais ils ne sont pas parvenus. Oui, allez-y. Spécifiquement par rapport à ce communiqué ou à cette déclaration commune, je me demande si Abdou Diouf ne s'est pas fait embarquer par Abdoulaye Wade, parce que Abdoulaye Wade est un protagoniste de la crise actuelle. Même s'il n'est pas au premier plan, mais c'est vraiment un protagoniste de la crise par le biais de son fils Karim. Et maintenant, pour revenir aux intellectuels, il faut aussi noter que probablement la différence réside dans l'intérêt qu'on a pour l'intellectuel dans les deux pays. Au Sénégal, c'est une tradition qui commence à faire date. On a une classe intellectuelle, peut-être on va faire les recherches, mais peut-être que par exemple, même dans le cadre des budgets alloués aux universités, dans le cadre de la recherche, les rapports entre ces universités et l'État, peut-être que c'est dans des contextes où l'autonomie vis-à-vis de l'État est un peu plus importante que ce que nous avons en Guinée, où on peut facilement ostraciser un intellectuel qui ose prendre parti contre l'État. On peut totalement le blacklister, le rendre vulnérable, le rendre précaire. On l'a vu en Guinée sous Lansana Conté, où des intellectuels pouvaient recevoir, en tout cas des professeurs, des enseignants qui militaient dans des partis différents du PIP à l'époque, recevoir plusieurs mutations et en même temps. Voilà, donc tout le temps dans des endroits reculés. En Guinée, nous avons quand même réussi, par le biais du décret, par le biais des subsides de l'État, à fragiliser tout ce qui est intellectuel en réalité et à en faire un instrument de manipulation de l'opinion publique. Au Sénégal, ce n'est pas toujours le cas, même si ces derniers temps, il faut aussi dire qu'il y a de grands intellectuels, notamment en termes de droit, qui semblent plutôt être rangés du côté du président Macky Sall. On m'a parlé de son actuel ministre des Armées. Je pense que c'est Sidiki Kaba. Voilà, qui est dans son camp et qui a milité. Qui est magistrat, je pense. Exactement. Donc, c'est maintenant dans le cas de la Guinée, il faut aussi noter peut-être qu'on n'a pas une masse suffisamment importante d'intellectuels. Par exemple, quand vous parlez, là nous venons d'avoir peut-être 6 professeurs et un docteur. Voilà, 6 professeurs et un docteur. Et dans des disciplines, c'est droit, sciences politiques. Et donc ce n'est pas en physique, ce n'est pas en géographie, ce n'est pas en chimie. Il y a un professeur en mathématiques, il y a un autre, je pense que... Dans ceux qui sont... Oui, ceux qui se sont exprimés, il y a un professeur en mathématiques. Alors là, je ne me rappelle pas, j'ai vu plutôt la dame professeure d'histoire. Voilà. Mais je dis, on n'a pas le même vivier d'universitaires en Guinée. Pratiquement, dès que vous parlez d'universitaires en Guinée, on a une idée de 2 ou 3 au grand maximum. Ce qui fait que c'est peut-être même pas, je ne sais pas si c'est évident de faire la comparaison entre les deux pays. Maintenant, tout ce que je dis là ne déculpabilise pas, ne dédouane pas ceux que nous avons par rapport à leurs responsabilités individuelles, par rapport à leurs devoirs. On a vu, par exemple, autour du 3e mandat, on a eu le débat, je pense pratiquement, le seul qui s'était plus ou moins exprimé autour de ça, c'était le professeur Djobelimou, mais c'était plutôt pour se ranger du côté des promoteurs du 3e mandat à l'époque. Est-ce qu'il y en a qui étaient opposés, peut-être à l'exception de Tiano Monenembo, Le professeur Salif aussi là. Oui. Est-ce qu'on a besoin même d'atteindre ce niveau, parlant des intellectuels, pour pouvoir se prononcer face à la situation de son pays et de façon responsable, comme les intellectuels sénégalais viennent de le faire? Je pense que non. J'ai pas compris, alors là, Non, je dis, est-ce qu'on a besoin d'atteindre un niveau, parlant des intellectuels, pour se prononcer? Oui, non, mais puisqu'on est en train de parler d'interpellation. Puisqu'on est en train de parler d'intellectuels. Est-ce qu'on a besoin d'avoir ce niveau-là? Permettez. Des intellectuels professeurs pour se prononcer de la situation et interpeller l'État. Non, le président de la République par rapport à des faits. Ce que je veux dire. Chez nous, ici, on a une culture de démagogie, d'hypocrisie, c'est tout. Est-ce qu'on peut c'est ça la vérité. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. En fait, je veux dire que là, on est en train de parler, on a vu professeur et docteur.
Si il faut faire le parallèle, je dis, est-ce qu'on en a autant en Guinée? Ça, c'est le premier niveau. La deuxième chose, je dis encore une fois, les gens évoluent dans des cadres. Est-ce que c'est des cadres qui leur permettent d'être suffisamment autonomes? Parce que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, si l'État peut vous priver, peut vous imposer un certain nombre de privations, alors là, vous n'avez pas suffisamment la marge de manœuvre. Même si il est vrai que certaines de ces libertés, la plupart des libertés, elles se conquièrent, elles ne s'octroient pas. D'accord. Oui.